Bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série du Ciné Club consacré aujourd'hui non pas à un réalisateur, mais à cette technique d'animation image par image présente depuis les débuts du cinéma, le stop motion. En préparant cette vidéo, j'ai pris conscience de l'importance de cet art à part dans le monde de l'image et du cinéma, et j'ai réalisé qu'en fait, ce procédé m'avait toujours accompagné depuis ma plus tendre enfance sans que j'en ai conscience. Les films de Color Gold diffusés dans mon école maternelle et mes premières émissions télé, l'émerveillement devant les trucages des films fantastiques de la dernière séance et de la saga Star Wars au cinéma, la magie des animations de Tim Burton et des aventures de Wallace et Gromit dans les années 90, jusqu'aux magnifiques productions du studio Laika et l'univers singulier de Wes Anderson de ces dernières années. Bienvenue dans un monde de minutie et de poésie. It's a kind of magic. Avant de s'intéresser aux œuvres elles-mêmes et aux grands noms qui leur ont donné vie, petite mise au point technique. Le stop motion, dans son principe de base, fonctionne en fait exactement comme le cinéma lui-même. Pour créer l'illusion du mouvement, le cinéma se base sur la persistance rétinienne de l'œil humain en faisant défiler des images fixes à la vitesse en général de 24 par seconde. Un principe que l'on retrouve dans la création du dessin animé, qui lui aussi fait se succéder plusieurs dessins pour donner vie à ses personnages. Le procédé est le même pour le stop motion, mais appliqué cette fois à des objets physiques qui peuvent être en bois, en papier ou en pâte à modeler par exemple, et qu'un animateur va manipuler très légèrement et photographier image par image pour là encore créer le mouvement en faisant défiler toutes ces prises de vue les unes après les autres. Un principe assez proche des productions entièrement 3D de ces dernières années, avec des personnages numériques cette fois, sorte de marionnettes digitales animées elles aussi image par image. A long, long time ago. On attribue le tout premier film en stop motion à l'anglais Arthur Melbourne Cooper avec la projection en 1899 de son court-métrage Matches and Appeal, film produit pour l'armée britannique dans lequel le réalisateur donne vie à des allumettes. La technique à ses débuts est en effet souvent utilisée pour les films de propagande ou pour la publicité. Durant les décennies suivantes, plusieurs noms vont contribuer à développer cette innovation visuelle qui se diffuse à travers le monde. On peut citer James Stuart Blackton et son hôtel hanté, les premiers essais en pâte à modeler de l'espagnol Ramón, ou encore le français Émile Coll et son tout petit Faust. On considère souvent Ladislas Sterwich comme l'un des premiers maîtres de cette discipline, un franco-polonais passionné d'entomologie qui fera ses débuts dans l'animation en mettant en scène des insectes avant de peaufiner son art et de réaliser en 1930 son chef-d'œuvre, le tout premier long-métrage d'animation, Le Roman de Renard. Aux États-Unis, dans les années 20, l'univers burlesque de Charles Bowers mélange déjà animation et prise de vue réelle avec acteurs en réalisant les aventures de Bricolo. Mais ce sont certainement les effets spéciaux de Willis O'Brien qui vont donner au stop motion une première résonance mondiale. 70 ans avant les dinosaures numériques de Steven Spielberg, ce jeune Californien crée la sensation en adaptant le roman Le Monde perdu de Conan Doyle. Le public est fasciné par ces bêtes préhistoriques qui prennent vie devant leurs yeux et interagissent avec les acteurs. Mais c'est en 1933 que Willis O'Brien va définitivement marquer l'histoire de l'animation avec King Kong. Le singe, qui mesure près d'1 mètre, possède une armature de métal enrobée de mousse et de latex, le tout recouvert de peau de lapin. Pour créer l'illusion, les scènes avec acteurs sont filmées dans un premier temps, puis projetées image par image directement sur de petites surfaces préparées dans le décor suivant, où l'équipe du film anime le singe en fonction des images projetées. La technique du cache en mouvement, ancêtre du fond vert, sera également utilisée. Le décor, quant à lui, est un mélange de maquettes miniatures au premier plan, de peinture sur verre au second plan et de décors peints en arrière-plan. La technique du stop motion continue à se développer aux quatre coins du globe, des États-Unis jusqu'en Asie en passant par l'Europe, avec le Tchèque Jiří Trnka qui réalise de magnifiques films dont le plus connu reste sans doute Les vieilles légendes tchèques. Mais c'est encore un Américain, Ray Harryhausen, digne héritier de Willis O'Brien, qui va contribuer à populariser la technique du stop motion dans le monde du cinéma grâce à ses créatures fantastiques. C'est en voyant King Kong à l'âge de 13 ans qu'il trouve sa vocation et veut se lancer dans l'art de l'animation. Après avoir fait ses premières armes dans un studio construit dans sa propre maison, il développe sa technique en collaborant à plusieurs reprises avec George Pal. Mais c'est en devenant assistant de son maître Willis O'Brien sur Monsieur Joe en 1952 que sa carrière va véritablement décoller. Afin de réduire les coûts dus notamment à la construction de nombreux décors et la création de peintures, il a l'idée d'un nouveau processus qu'il nommera la Dynamation. Le procédé consiste à filmer tout d'abord la scène en live action avec les acteurs, puis à la projeter en arrière-plan, image par image, en animant alors les marionnettes, avec la possibilité d'utiliser un cache pour créer des effets de profondeur. C'est ce qui permet par exemple à ce dinosaure de faire son apparition entre deux rangées d'immeubles. À travers plusieurs longs métrages, où Harryhausen deviendra presque parfois réalisateur lui-même, ce magicien des effets spéciaux nous a offert de nombreuses scènes marquantes du cinéma fantastique.
On peut penser au Cyclope du 7e voyage de Sinbad, à la danse de Kali dans le voyage fantastique de Sinbad, ou encore à la Gorgone du choc des Titans. Il faut bien se rendre compte que cet artiste réalisait toutes les étapes du processus, depuis la confection de ces monstres jusqu'à leur animation. Un travail solitaire, long, précis et minutieux, avec des marionnettes aux armatures de plus en plus sophistiquées et maniables. Pour bien comprendre cette exigence, on peut revenir sur l'une des scènes les plus célèbres de la filmographie de Harryhausen, la bataille des squelettes de Jason et les Argonautes, dont il explique la confection à John Landis. Could you please give us an explanation of stop-motion photography? Yes, certainly. Basically, it's the same principle as the animated cartoon, only instead of using flat drawings, we use a three-dimensional model. And here's a platform with many holes in it, which we fasten the character to the floor. And as you see, this is a jointed figure. It has every joint that a real skeleton would have. And then each frame of film, when the shutter is closed on the camera, we move it just a fraction, and then take a picture, move it a fraction. And when that's repeated many times, you get the illusion that the character is moving on his own. Dans un premier temps, les acteurs s'entraînent avec des cascadeurs pour apprendre la chorégraphie des mouvements à exécuter, puis rejouent la scène tout seuls. Les squelettes seront alors filmés à part et rajoutés pour la composition finale. Pour cette seule séquence, il a fallu 4 mois et demi de tournage à raison de 13 images par jour, c'est-à-dire une demi-seconde de film. L'héritage de ce génie de l'animation sera immense et de nombreux grands noms du cinéma le citeront en exemple et lui rendront hommage comme Steven Spielberg ou Peter Jackson dont les monstres animés de ses premiers courts-métrages n'étaient pas sans rappeler les créatures du maître. Au milieu des années 70, un nouveau talent de l'animation émerge dans l'entourage de George Lucas et deviendra le digne successeur de ses prédécesseurs O'Brien et Harryhausen. Phil Tippett, un jeune passionné d'effets spéciaux qui avait trouvé sa vocation en regardant le voyage de Sinbad, est embauché avec son binôme John Berg par Lucas dans le cadre de son nouveau projet Star Wars. Le réalisateur souhaite, pour les besoins d'une des scènes du film, utiliser le stop motion pour animer une partie d'échecs avec différentes créatures. 3 ans plus tard, Tippett et Berg sont nommés responsables des effets spéciaux pour l'Empire contre-attaque et donneront vie aux impressionnants Walking Empire qui auront marqué toute une génération. Il aura fallu 9 mois pour trouver le design et fabriquer les maquettes de différentes tailles. Pour l'animation, les deux artistes se sont inspirés de la marche des éléphants et pour fluidifier le mouvement de ces machines, ils mettront au point un nouveau procédé, le GoMotion, qui consiste à rajouter un léger flou entre chaque image en laissant l'obturateur de la caméra ouvert quelques instants. Une technique qu'ils utiliseront à nouveau pour l'animation du dragon de Dragon Slayer en 1980. Ils feront également appel au Motion Control, une assistance par ordinateur qui permet aux caméras de mémoriser les mouvements afin de pouvoir les reproduire pour filmer les différentes scènes qui seront ensuite compilées pour le rendu final. Après avoir travaillé sur le 3e volet de la saga en tant que superviseur des effets spéciaux, Phil Tippett quitte ILM pour fonder son propre studio. Il travaillera par la suite sur le film Robocop, pour lequel il s'occupera de l'animation du ED-209, créé par l'artiste Craig Hayes, avec qui il collaborera à nouveau l'année suivante sur Willow. Un tournant décisif arrive en 1991, lorsque Steven Spielberg fait appel à Tippett pour utiliser sa technique du GoMotion afin de donner vie à des dinosaures pour le nouveau projet du cinéaste Jurassic Park. Mais parallèlement, le département d'ILM mené par Dennis Muren, qui travaillait également sur le film, avait fait des tests en CGI qui ont impressionné Spielberg et l'ont rapidement convaincu de choisir le réalisme numérique pour animer son T-Rex et d'abandonner le stop motion. Bouleversé par cette décision et prenant conscience de la révolution numérique à venir, Tippett aurait dit à Spielberg qu'il se sentait fini pour ce métier, ce qui inspirera au réalisateur cette réplique du professeur Hammond dans le film. This place wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that was real. Something that they could see and touch. Mais Tippett ne sera pas évincé du film, bien au contraire. Grâce à sa connaissance profonde de l'anatomie et des déplacements des dinosaures qu'il avait développé quelques années plus tôt en réalisant les documentaires Prehistoric Beast et Dinosaur, il sera nommé superviseur de l'animation. À défaut de manipuler des marionnettes physiques, il sera en charge de l'animation d'armatures qui elles-mêmes contrôleront les mouvements de dinosaures en 3D. Il remportera son 2e Oscar pour son travail essentiel sur le film. Stan Winston, Phil Tippett et Michael Lantieri pour Jurassic Park.
Alors que le stop motion commence à s'essouffler dans l'industrie cinématographique, concurrencée par le CGI et l'animatronique qui permet de contrôler des créatures de manière automatisée ou à distance grâce aux ordinateurs, un film va créer la sensation en 1993 et relancer l'intérêt pour cette technique d'animation image par image, L'étrange Noël de Mr. Jack. Le film est écrit par Tim Burton d'après un de ses poèmes et des dessins réalisés une dizaine d'années plus tôt quand il travaillait pour les studios Disney. La compagnie qui en possède les droits propose à Burton à la fin des années 80 de relancer le projet, mais trop occupé par la réalisation de Batman le Défi et ne voulant pas se lancer dans ce procédé long et minutieux, il en délègue la réalisation à Henry Selick qu'il avait rencontré en travaillant sur le dessin animé Rox et Rookie. Burton s'était déjà essayé à la réalisation en stop motion avec son court-métrage Vincent en 1982 et avec quelques séquences pour Beetlejuice en 1988 dans lequel on pouvait déjà voir apparaître le personnage de Jack. Mais pour ce nouveau projet, il ne sera présent que pour les premiers jours de tournage, laissant ensuite son acolyte prendre totalement les commandes. Le réalisateur va s'entourer d'une quinzaine d'animateurs et d'une centaine de techniciens. Un storyboard détaillé est d'abord réalisé d'après les dessins de Tim Burton pour l'ensemble des scènes du film. Les marionnettes, elles, sont en premier lieu sculptées, pour ensuite leur créer un moule. On fabrique alors les armatures très sophistiquées, permettant des mouvements souples et précis. Armatures qui sont ensuite insérées dans les moules, que l'on remplit de mousse et de latex. Reste alors à les peindre et les doter de tous leurs accessoires. Au total, une soixantaine de personnages différents sont créés, chacun en 3 exemplaires, et pour Jack, 400 têtes interchangeables seront nécessaires afin de rendre toutes les nuances du personnage et de rendre son élocution la plus crédible possible. Quant à la marionnette de Sally, c'est uniquement son visage qui sera interchangeable. Le tournage comptera 230 décors différents sur lesquels sont parfois aménagées des trappes pour permettre aux animateurs d'avoir plus facilement accès aux marionnettes. Restent ensuite les prises de vue pour lesquelles le motion control sera d'une aide précieuse en programmant à l'avance chaque mouvement de caméra de manière automatisée. Travail d'une incroyable précision et minutie, il faudra une semaine entière pour obtenir 1 minute de film. Le succès du film est en deçà des espérances des producteurs, mais connaît tout de même une renommée mondiale et deviendra une référence pour une nouvelle génération d'animateurs. Burton reviendra par 2 fois l'animation en stop motion avec Les Noces funèbres en 2005, qui atteindra un tel niveau de perfection visuelle que, trouvant les résultats presque trop lisses, le réalisateur demandera à ses animateurs sur le suivant Frankenweenie en 2012 de simplifier les mouvements afin d'obtenir un résultat plus proche des animations à l'ancienne. Henry Selick, quant à lui, réalisera James et la pêche géante, mélange de stop motion, prise de vue réelle et images de synthèse. Mais avec un budget presque 2 fois plus important que L'étrange Noël de Mr. Jack, le film sera un échec commercial. Il deviendra ensuite directeur du développement des longs métrages chez Laika, une nouvelle aventure sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, car entre-temps, la pâte à modeler a fait son grand retour. Au milieu des années 70, les Anglais Peter Lord et David Sproxton fondent à Bristol les studios Aardman. Ils décident de miser sur l'animation en pâte à modeler et créent pour la BBC le personnage de Morph qui rencontre un grand succès auprès de la jeunesse et deviendra une série au début des années 80. Le studio gagne rapidement en notoriété, notamment grâce à la réalisation du clip Sledgehammer pour Peter Gabriel. Un clip foisonnant d'idées et de prouesses techniques pour l'époque qui fait notamment appel au procédé de pixelation qui consiste à appliquer le principe du stop motion sur un acteur, le contraignant à de très nombreuses poses image par image. Aardman gagne en notoriété, s'agrandit et doit faire appel à de nouveaux animateurs. En 1983, ils assistent à la projection d'un film de fin d'études d'un jeune animateur Nick Park, Une grande excursion, qui met en scène les aventures d'un certain Wallace et de son chien Gromit. Le studio propose au jeune prodige de les rejoindre et lui permettra de travailler sur son film en parallèle des commandes pour la boîte. Il lui faudra 6 ans pour terminer son court-métrage qui sera sélectionné aux Oscars mais battu par lui-même avec un autre film, Creature Comfort, mettant en scène des animaux dans leurs zoos interviewés sur leur vie quotidienne. Nick Park devient alors responsable du département créatif de Aardman aux côtés de Peter Lord et Richard Golesowski. Avec les aventures de Wallace et Gromit, le studio gagne en popularité auprès du public qui se reconnaît dans ce quotidien typique des banlieues anglaises et se régale des inventions bancales de son personnage principal. L'animation en pâte à modeler franchit un cap avec une attention particulière apportée aux émotions faciales des personnages et à la synchronisation labiale des dialogues. Sans surprise, le duo est reconduit pour de nouvelles aventures avec Un mauvais pantalon qui sort en 1993. Nick Park est cette fois accompagné du scénariste Bob Baker, réputé pour son travail sur Doctor Who, et de l'animateur Steve Box qui sera en charge d'un nouveau personnage, l'inquiétant pingouin Feather McGraw. Avec un aspect parodique assumé et des références très second degré au film noir, ce nouvel épisode propose des scènes d'anthologie comme le vol du collier et surtout l'incroyable poursuite en train miniature. Le film apportera un nouvel Oscar à Nick Park et au studio. Le 3e épisode, rasé de près, verra l'apparition d'un personnage féminin, Wendolen, mais surtout d'un nouveau petit animal promis à un bel avenir, Shaun le mouton.
L'année 99 est un tournant lorsque les studios DreamWorks entrent en contact avec Aardman afin de réaliser ce qui sera le premier long métrage des studios anglais. Nick Park et ses collègues proposent leur idée d'une sorte de remake de La Grande Évasion, mais dans l'univers de la basse-cour, idée qui séduit immédiatement Steven Spielberg. I remember Steven Spielberg saying, "The Great Escape is one of my favorite films, and I have 300 chickens on my ranch." La production de Chicken Run se met en route avec des moyens colossaux pour le studio anglais. Le budget passe de 1 à 30 millions, l'équipe travaillant sur le film de 6 à 80 collaborateurs. Si Aardman réussit à négocier de conserver le tournage dans ses studios de Bristol, c'est tout de même pour eux une nouvelle façon de travailler et les relations anglo-américaines avec Jeffrey Katzenberg peuvent par moments être un peu tendues, comme le raconte avec humour un Nick Park un peu moqueur. Jeffrey was sort of like Mrs. Tweedy. No, it wasn't like that. Le film est un énorme succès au box-office. Par la suite, Aardman réalisera Sacré Pétrin, un nouveau court avec Wallace et Gromit, délaissera momentanément la pâte à modeler avec Souris City, avant d'y revenir brillamment avec Pirates, et créera une franchise couronnée de succès pour Shaun le Mouton. Ils auront également droit à un tendre hommage de la part de Matt Groening durant un épisode des Simpsons, avec l'apparition de Nick Park en personne. Oh, that's very sweet of you. Thank you for saying so. No worries. I'll just stick 'em back on. I'm more clay than man now. Dans un monde de l'animation dominé par les États-Unis et où la 3D occupe une place de plus en plus importante avec Disney, DreamWorks et Pixar, le studio Aardman aura réussi à défendre un savoir-faire et un humour typiquement british en redonnant un élan de modernité à cette technique en pâte à modeler vieille de plus d'un siècle. Dans ce monde de l'animation largement dominé par le numérique, d'autres artistes croient également encore dans le potentiel de l'animation image par image. En 2004, Henry Selick animera les quelques séquences en stop-motion pour La vie aquatique de Wes Anderson. Le réalisateur à l'univers onirique réalisera quelques années plus tard 2 magnifiques longs métrages entièrement en stop-motion, Fantastic Mr. Fox en 2009 et L'île aux chiens en 2018. Quant à Selick, il devient en 2005 directeur du développement des longs métrages pour la société Laika, fondée dans l'Oregon par Phil Knight, le patron de Nike, et dirigée par son fils Travis. Cette compagnie va amener l'art du stop-motion à des sommets en une dizaine d'années et 5 longs métrages. En 2009, Henry Selick réalise Coraline, un bijou d'animation dans lequel la jeune héroïne, à la manière d'Alice, passe d'un monde réel à un monde imaginaire sombre et inquiétant. L'univers visuel du film se base sur les dessins de Tadahiro Uesugi et la production mettra des moyens colossaux pour donner vie à cet univers féerique. 130 décors sont construits sur 52 plateaux. Pour le seul personnage de Coraline, 28 marionnettes ont été créées, mobilisant pour chacune le travail de 10 personnes pendant 4 mois. Plus de 5000 visages ont été façonnés sur ordinateur, puis, pour la première fois dans l'histoire de l'animation en stop-motion, imprimés en 3D. Les vêtements eux-mêmes sont parfois munis d'armatures pour une animation plus fluide. Le réalisateur abandonne la pellicule pour des caméras numériques, ce qui permet de revoir les prises déjà effectuées en direct et facilite l'utilisation du fond vert qui permettra d'assembler les différents éléments filmés et de gommer les câbles et ustensiles utilisés pendant le tournage. Afin de rendre un effet 3D plus réaliste, chaque image du film est photographiée 2 fois en décalant légèrement la caméra afin de simuler le principe de la vision humaine. 18 mois de tournage seront nécessaires pour boucler le film, certaines scènes comme celle des souris sauteuses ayant demandé à elles seules plus de 2 mois. Le rendu final est une prouesse technique et visuelle jamais atteinte auparavant, mais aura presque poussé trop loin le réalisme pour un certain public nostalgique du stop-motion à l'ancienne. Le film n'en remporte pas moins un énorme succès et lance le studio Laika qui poussera encore plus loin son approche révolutionnaire de l'animation en stop-motion avec les films L'étrange pouvoir de Norman, les Box Trolls et Kubo en 2018. Cette fois, c'est le PDG lui-même, Travis Knight, qui est à la réalisation pour la première fois, avec une production aux dimensions encore une fois titanesques. Quelques chiffres pour s'en rendre compte. 22 000 bouches et sourcils pour Kubo, permettant une combinaison de plus de 4 millions d'expressions différentes. 800 plumes de taille et de formes différentes taillées au laser pour les habits de Karazu et Washi. La construction d'un squelette de 5 mètres de haut, la plus grande marionnette jamais créée pour un film en stop motion. Plus de 100 heures de travail pour appliquer les 250 000 feuilles pour la construction du bateau. Entre l'animation de l'océan et des vagues, la création des créatures et la bataille épique sur le pont du bateau, il aura fallu 19 mois de tournage pour cette scène d'anthologie qui résume à elle seule l'ambition, le travail et la démesure créative des studios Laika. She was an ungrateful coward!
aurait pu aussi s'attarder sur les Lego de Michel Gondry, les chevaux qui parlent de Panique au village, les créations françaises d'avant et d'aujourd'hui, et s'intéresser à l'apport considérable du Tchèque Jan Svankmajer. Mais il a fallu faire des choix dans cet univers dense et foisonnant, et si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à aller voir les très nombreuses vidéos disponibles sur le web à ce sujet, et à consulter ces 2 ouvrages passionnants qui auront été des sources précieuses pour la réalisation de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo du Ciné Club.